Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est une figure remarquée et remarquable de l'Union des populations du Cameroun, UPC, qui est l'invitée de l'émission Géopolis cette semaine. Elle a la particularité d'avoir été exclue de l'Assemblée nationale en qualité de députée lors de la première législature après le retour au multipartisme au Cameroun en 1992. Elle est également entrée dans l'histoire comme s'étant attiré les foudres d'Augustin Frédéric Kodok par cette formule passée à la postérité qui murmure dans la salle, c'est Soman. C'est bien Étienne Soman, militant de toujours de l'Union des populations du Cameroun, compagnon de fortune et d'infortune d'Augustin Frédéric Kodok, aujourd'hui secrétaire national à l'organisation de l'UPC que nous recevons. Avec lui, nous évoquons la crise anglophone, les scrutins de 2018 au Cameroun et la vie de l'UPC. Bonsoir, Étienne Soman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre télévision dans le cadre de ce programme Géopolis. D'entrée de jeu, qui est Étienne Soman? Étienne Soman, c'est un modeste militant de l'UPC. Mais avant d'être militant de l'UPC, je suis allé en France, en aventure. En quelle année vous quittez le Cameroun? En 1965. 65. Oui. Nanti de votre baccalauréat ou... Non, avant d'avoir eu le bac. Oui. Alors, je suis entré à l'université par le canal de la capacité en droit. Ok. Alors, j'arrive en France, j'ai eu le diplôme universitaire de technologie, option personnelle. J'ai fréquenté à l'Institut des techniques bancaires en France. Je me suis mis à travailler en France. J'ai travaillé à la banque de Neufly-Schlumberger-Mallet. La banque de Neufly-Schlumberger-Mallet se trouve à l'avenue Hoche, au numéro 3. L'avenue Hoche est l'une des avenues qui donne à l'Arc de Triomphe. Celle qui converge sur la place. Qui converge vers l'Arc de Triomphe. L'avenue de Servien, l'avenue Hoche, l'avenue de Grande Armée, l'avenue des Champs-Élysées, bien entendu, tout converge là-bas. Je travaillais donc là et j'y ai travaillé là-bas, constamment. La retraite que j'ai au Cameroun, la petite retraite que j'ai, elle vient de là. Alors, mais vous avez quand même connu quelques infortunes par rapport à ce travail. Vous rentrez au Cameroun, c'est ce que vous dites? Exact. Bon. D'abord, restons comme militants en France. J'ai milité à l'Union nationale des étudiants du Cameroun. L'UNEC. J'ai milité à la Fédération nationale... Non. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. FNN. La FIANF. Oui, la FIANF, oui. J'ai comme camarade militant le président actuel de Guinée-Conakry, Condé Alpha. Il était mon président. J'étais secrétaire général. Section de Lyon, pendant 2 mandats. Je ne pouvais pas rentrer au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun quand le président actuel a déclaré à la salle des actes de l'ambassade du Cameroun que pour faire de la politique, il n'est plus besoin de s'expatrier, ni d'aller au maquis. J'ai donc décidé de rentrer. Entre-temps, j'ai vu une annonce parue dans le journal Le Monde. Le grand quotidien français le grand quotidien français et qui annonçait qu'une grande banque au Cameroun cherchait un directeur adjoint de crédit. J'ai postulé, j'ai présenté mes services. Le directeur général de l'époque, M. Messi, m'a rencontré à Nova Park Élysée. Nous avons déjeuné ensemble. Il m'a envoyé à un cabinet de recrutement qui s'est trouvé au boulevard Haussmann. J'ai fait des enquêtes, on m'a enquêté, et puis, au sortir de cette enquête, M. Messi était dans un bureau, m'a reçu, il m'a assuré que nous allons travailler ensemble, mais que je ne devais pas parler de mon salaire à l'enquêteur, parce que nous arriverons à nous entendre, dit-il. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1985. 85.
Alors, j'ai commencé à attendre. Mais vous avez déjà démissionné de Non, je n'avais pas encore démissionné. Mais comme je savais que, comme le cabinet de recrutement m'a demandé d'être prêt à descendre au Cameroun, j'ai présenté ma démission parce que je ne pouvais pas partir comme ça dans une société où je n'avais aucun problème. Bon, nous étions 1700 personnes, j'étais le seul noir et j'étais aimé des gens qui étaient là-bas. Donc, j'ai présenté ma démission, 3 mois de préavis. Et je suis rentré au Cameroun. Avant de rentrer, j'ai écrit à la banque pour demander que je ne connaissais pas mon sort. Je n'ai jamais eu de réponse. Vous avez écrit à la SCB Cameroun. À la SCB Cameroun, à l'époque. Et je suis rentré au Cameroun, mais je n'ai jamais été reçu par le DG de la SCB. Jamais, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais je n'étais pas le seul dans ce cas, il y a quand même d'autres Camerounais qui sont rentrés au même moment que moi. Qui ont aussi été recrutés par la SCB? Par la SCB dans le même canal. Mais eux, non, ils ont été reçus, bon, ils ont commencé à travailler. C'est vrai qu'ils avaient peut-être d'autres possibilités que moi je n'avais pas ici. Bon. Et vous, le problème, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Rien. Rien? Rien, je n'ai jamais été reçu, on ne m'a jamais rien dit. Pourquoi Vous avez rempli combien d'audiences? J'ai rempli plus de 3 audiences, le DG ne m'a jamais reçu. Je l'ai rencontré seulement après qu'il ait été viré de la SCB. Après les problèmes qu'il a eu là-bas. Après qu'il ait été viré, c'est là où je l'ai rencontré à une boîte de nuit. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à cette occasion? Oh, on a parlé, mais il évitait. Il évitait d'aborder cette question-là. Il évitait d'aborder cette question. D'ailleurs, même parler avec moi, pour lui, c'était difficile. Mais comme on avait des amis communs, bon, on était obligé de causer sur la même table. Voilà, je n'ai jamais été... Est-ce que vous avez essayé de savoir qu'est-ce qui s'était passé? On vous a quand même dit quelque chose? Non, il dit, ce n'est plus le moment maintenant, n'en parlons plus, machin. Bon, je n'ai jamais été reçu. Bon, alors, j'ai commencé à chercher du travail. Pendant que je cherche du travail, bon, il y a le procès Yondo Black. Oui. Yondo Black, l'avocat qui était... Il faut rappeler que Maître Yondo Black était avocat au barreau, président du barreau du Cameroun. Oui, qui a été interpellé pour avoir créé un parti politique. Et nous sommes allés à son procès, qu'on a déclaré un procès public. Ce procès public, j'étais pas comme tout le monde qui écoutait. À un moment donné, quelqu'un m'a approché, m'a appelé dans un coin, il me demande, mais pourquoi pour vous, quand on soutient le Cameroun, on est traître? Je ne comprenais pas le sens de sa question. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? En pleine salle d'audience? Non, on était dehors. C'était dans quel tribunal? Tribunal militaire, c'était là. Tribunal militaire, ici à Yaoundé? Oui, là, à côté de la pharmacie de l'intendance. Donc la personne vous pose cette question? Oui, elle me pose cette question. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous, je ne comprends pas le sens de votre question. Il me demande ma carte d'identité. Je prends ma carte d'identité, je lui remets. Il donne à quelqu'un d'autre qui était derrière lui. Amenez-le. On m'a amené. Je suis allé à la sécurité militaire. J'y ai passé 3 mois. Nous sommes en 1990. Oui. Nous sommes en 90. Absolument. Nous sommes en 90. Oui. Mais entre-temps, nous, on se rencontrait chez le docteur Sendé. Ah, il y avait déjà des rencontres informelles où vous discutiez de la démocratie, de l'UPC. Parce que le docteur Sendé avait porté plainte à l'État du Cameroun pour avoir interdit l'UPC. Et donc, on s'est rencontrés chez lui. Bon. Et en 90, donc, j'ai passé 3 mois. Alors, cette interdiction, il faudrait quand même lever cette équivoque. Cette interdiction, ce n'est pas celle de 55. Il estimait que... Il y a celle de 55. Il estimait que l'État du Cameroun avait outrepassé ses pouvoirs en interdisant l'UPC. Il a porté plainte. Cela lui a valu, je crois, quelques mois d'emprisonnement. Mais maintenant, au sortir, il osait nous recevoir chez lui. Au quartier Elixon, on s'est retrouvés chez lui et on parlait de l'UPC. Donc, entre-temps, quand je sortais de la sécurité militaire... 3 mois plus tard. Oui, le parti... J'ai vu le SDF se créer. Oui, le 26 mai 90, pendant que vous étiez dans les geôles, à la sécurité militaire. J'étais dans les geôles. Et
Bon, quand je sors, le président avait déjà déclaré qu'il faudrait s'habituer à une certaine démocratie. Lors du congrès de son congrès RDPC, bon. En juin 90. Exactement. Oui. Donc, au sortir de la CEMIL, je deviens président de la section d'un Fundi de l'UPC. Président de la section UPC d'un Fundi. Je suis le premier Camerounais UPCiste à parler à la télévision du Cameroun au nom de l'UPC. Je suis le premier. Et cette intervention m'a valu des inimitiés. Oui. Cette intervention m'a valu toute J'ai été connu un peu partout. Et c'était dans quel cadre l'émission Il y avait une émission avec Albert Mbida, animée à l'époque. Antenne Libre, ça s'appelait. Antenne Libre. Oui. Et j'ai donc écrit, ils ont reçu quelqu'un, et j'estimais qu'ils n'avaient pas à le recevoir, puisque c'est moi qui étais président de la session du Fundi. Qu'au minimum, même si on reçoit des UPCistes, mais qu'on reçoive le bureau de la section, que j'avais l'honneur de présider. Donc, on m'a invité à cette émission. Albert Mbida m'a invité. Je vous dis que ça m'a permis d'être connu partout. Mais ça m'a donné aussi des inimitiés parce que... Des inimitiés, pourquoi? Parce que Dika et Kodok Augustin estimaient que j'étais très populaire. Dika Bonambela. Oui. Et Dika, qui était lui aussi une figure de l'UPC, président d'ailleurs de l'UPC. Président du bureau du directeur. Et Kodok, secrétaire général. Oui, exact. Ils estimaient que vous n'avez pas dû passer à cette émission? Non, ils estimaient que, comme j'étais connu, bon, j'ai gêné. J'étais gênant. J'étais gênant. Vous leur faisiez de l'ombre? Oui. Les gens partaient du Nord. Eux, ils ont vu seulement président. Ils n'ont pas vu président de la section. Ah, ils se sont dit vous étiez le président de l'UPC. Les gens venaient me rencontrer. Voilà. Donc, j'ai gêné. Bon, voilà comment est-ce que je suis devenu très populaire à l'UPC. Au congrès de 1991, à Nkonsamba, oui. Personne ne pouvait me battre. Personne. Mais on avait déjà pris un engagement sur le Cadi. Je ne pouvais donc pas me présenter contre Frédéric Kodok. D'abord, son âge, son expérience. Bon, je ne pouvais pas, je n'osais pas m'opposer à lui. Et je suis quand même sorti du congrès, secrétaire à l'organisation. Le poste que j'occupe aujourd'hui. Nous sommes en 91. 91. Donc 27 ans plus tard, vous le retrouvez. Exactement. Oui. Ce poste me retrouve. Donc voilà comment est-ce que j'évolue jusqu'à présent. Alors vous êtes quand même, il y a ces législatives de 92. 92, mars 92. Le 29 février, je n'étais rien. Oui. Le 1er mars, j'étais député. À l'Assemblée nationale. Député de quelle circonscription? La Sana-Martin. Oui. Et mais cette élection, comment elle se passe? C'est quand même la première élection après le retour multipartiste. Je peux vous dire que c'est à mon avis, c'est l'élection où on a connu suffisamment de démocratie. Les résultats étaient annoncés par radio de commandement, tout le monde entendait. Les résultats de telle ville, de tel coin, de tel coin. On apprenait, on entendait ça à la radio. Tout le monde entendait la radio déclarer que tel coin, l'UPC a eu tant de voix, le RDPC a eu tant. C'était comme ça. Moi, je pense que c'est la seule élection plus démocratique que celle-là, je n'en ai pas vu encore. Alors, et qu'est-ce qui se passe exactement dans la Sanaga Maritime? Dans la Sanaga Maritime, je suis candidat avec deux autres figures, le pasteur Ndjami. Oui, Ndjami Simon Bolivar. Oui, et puis le professeur Melon et Thomas. Oui. Nous étions tous les trois. Vous allez me dire, mais pourquoi je suis allé me présenter là-bas, puisque vous étiez président de la section. On se attendait c'est les ressortissants de Pouma et particulièrement de la Sanaga Maritime à Edea qui voulaient que je vienne me présenter en opposition au professeur Mbouy. Joseph Mbouy. À l'époque. Ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui. Et qu'est-ce que la campagne va être comment? Vous gagnez cette élection? J'ai gagné cette élection. Facilement ou bien Je peux vous dire que je l'ai gagné avec brio. C'était quand même un bastion du RDPC jusque-là. Oui, tu sais, le professeur Melone avait eu les élections de RDPC, il avait gagné les élections là-bas de RDPC.
Mais il était soutenu par les UPCistes, ce que les autres ne savaient pas. Il était soutenu par les présidents de comités centraux de l'UPC qui l'ont aidé. Alors donc, c'était facile pour lui de retrouver ses camarades. On a gagné cette élection. Une élection, on ne peut pas dire que c'était facile, mais on l'a gagné brillamment, puisque les 3 candidats de l'UPC deviennent députés. Melonais, le pasteur Ndiamé et moi-même. On a gagné cette élection. C'était, à mon avis, c'était avec brio qu'on l'a gagné. Avec brio. On l'a gagné. Oui. Et comment ça va se passer? Vous qui n'étiez rien, vous vous retrouvez subitement à l'Assemblée nationale. Pour vous reprendre, vous dites le 29 février, vous n'étiez rien. Rien. Et puis le 1er mars, vous êtes député. Est-ce que vous en revenez là, Étienne Somane? Est-ce que vous vous rendez compte, vous mesurez très bien ce qui vient de se passer? Il faut dire que j'avais l'habitude d'être responsable de nos mouvements. Bon, depuis quand même l'UNEC à Paris, voilà, vous avez quand même une certaine expérience. Voilà, j'étais responsable de l'UNEC, de la FEA. Mais à l'Assemblée nationale, je deviens porte-parole du groupe parlementaire. Ça aussi... Il faut dire que l'UPC à ces élections-là remporte 18 sièges. 18 sièges et avec un groupe parlementaire. Avec un groupe parlementaire. Donc j'étais le porte-parole. C'est là où j'ai commis certaines erreurs. Je le reconnais aujourd'hui. Je manque d'expérience. Puisque vous êtes exclu de l'Assemblée, quand même, c'est un fait inédit. Mais j'ai été exclu, c'est vrai. Quel est le problème? Vous dites vous-même, vous avez manqué d'expérience. Comment? J'ai manqué d'expérience parce que je sentais que le chef du parti n'appréciait pas la façon d'appréhender les problèmes. Bon, nous non plus, on était 3 députés qui n'apprécions pas non plus sa façon de conduire le Vous lui reprochiez quoi à Augustin Frédéric Kodok? On lui reprochait, Augustin c'était un grand monsieur, mais un peu dictateur. Mais un peu dictateur. Ouais. Un peu dictateur. Quand vous dites un peu, mais souvent, je voudrais entendre peut-être que beaucoup, un peu trop dictateur. Peut-être que vous jouez, vous dites, bon voilà, vous allez dire un peu, mais derrière un peu, on voudrait peut-être comprendre. Maintenant qu'il n'est plus, inutile de tirer sur lui. Bon, il était un peu dictateur. Oui, bon, laissons comme ça qu'il était un peu dictateur parce que... Il vous imposait ses points de vue? Ah oui, il imposait ses points de vue. Il n'y avait pas de débat, il fallait qu'il... Quand on sollicitait un débat, j'ai sollicité souvent les débats, il était gêné. Bon, je vous donne un cas. Par exemple, un jour, on finit le séminaire après une session parlementaire et les journalistes viennent nous interroger. Bon, ils veulent interroger le secrétaire général de l'UPC. Mais là, nous étions à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le bureau de l'UPC, c'était le bureau du groupe parlementaire. Alors, le secrétaire général dit qu'il ne répond pas parce que chaque fois qu'il donne une interview, ses propos sont déformés. Ses propos sont déformés. Bon, dans ma naïveté, moi j'ai accepté de parler aux journalistes. J'aurais dû ne pas accepter. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Voilà une erreur de jeunesse. Voilà, donc, ensuite, le SG, le secrétaire général de l'UPC, je crois qu'il pensait que j'ai des relations particulières avec Moukoko Mbonjo. Parce que lorsque nous nous sommes retrouvés au Premier ministère... Oui, Moukoko Mbonjo, qui était à l'époque secrétaire particulier du Premier ministre. Bon, alors, quand il m'a vu au Premier ministère, il est venu m'accueillir. Parce que nous nous connaissions à Paris. Oui, on se connaissait. Parce que lui, il avait été quand même étudiant aussi. Oui, il était étudiant. Mais il était aussi musicien. Oui, lui, il était musicien. Moi, je faisais de la politique. Voilà. Alors, il était surpris de voir que je suis du côté des gens qui ont accepté d'aller aux élections à l'époque. Il me dit, je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes. J'ai dit, le monde a changé, j'ai accepté de venir aux élections. Quand Augustin Frédéric Kodok a vu mon entretien avec Moukoko, il était choqué. Il est devenu noir. Plus noir encore qu'il n'était. Alors, aussi bien que Moukoko était obligé de lui dire, monsieur le secrétaire général, non, n'ayez crainte. Monsieur Somane et moi, nous nous connaissons depuis la France et je le félicitais d'avoir accepté d'aller aux élections. C'est tout ce que j'ai. Bon. Mais il n'a pas digéré. Mais il n'y avait pas que ce point de friction entre vous et Kodok. Il y avait également, vous lui reprocher quoi? La collusion avec le gouvernement quand même. Mais justement, c'est ce que je vous dis, que la façon de conduire le parti. Nous aurions souhaité que, pour un certain nombre de grands problèmes qui traitent avec le pouvoir,
au moins quand il a terminé quand il a terminé d'organiser ou bien de voir avec le pouvoir tel ou tel problème, nous aurions souhaité qu'il vienne au comité directeur poser le problème, que le comité directeur puisse valider. Mais ce n'était pas le cas. Ah non, il négociait nuitamment avec le pouvoir et vous n'étiez au courant de rien. Non, il fallait seulement qu'on subisse. Vous deviez simplement valider. Valider comme ça et continuer à travailler. Donc, c'est ça qui nous gênait un peu. Mais je dis que de nos jours, j'aurais laissé tomber. Bon, et puis d'autre part, le SG, le secrétaire général ne voulait pas qu'autour de lui, qu'il y ait des valeurs. Il voulait quelques bénis-oui-oui. Voilà, quelques bénis-oui. Mais comme je n'ai pas l'habitude d'être béni-oui-oui, ça me gênait, ça m'a posé des problèmes. Et je me suis retrouvé hors de l'Assemblée, sans débat. Cette décision-là, on vous met hors de l'Assemblée. Comment ça s'est passé concrètement? Il a envoyé une lettre là-bas selon laquelle nous aurions été exclus de l'Assemblée. Les 3 députés, il y avait Bilong Bikit, qui était de Nyong et Kélé, Ruben Bilong Bikit. Il y avait Tchumbe Fankam, qui était de Douankam, et moi-même. Donc, parce que nous avons tenu une réunion à Douala, il n'a pas apprécié que nous ayons été à cette réunion. Bon, le bureau de l'Assemblée a décidé, parce qu'il a envoyé une lettre selon laquelle nous aurions été exclus du parti, et le bureau de l'Assemblée a décidé de valider cette exclusion. Nous n'avons jamais été exclus. Mais comme il avait décidé, il a envoyé cette démission signée de lui. Bon, on a accepté. Mais fait inédit dans l'Assemblée nationale, dans le monde. Mais néanmoins, j'ai apporté quelque chose à l'Assemblée nationale. Aucun député, c'est écrit maintenant dans la Constitution du Cameroun. Aucun député ne peut être exclu. Le mandat est impératif. Le mandat est impératif. C'est-à-dire que le député qui est dans l'Assemblée, quelles que soient les circonstances, il reste député. On l'a vu avec Yapo Labine, qui s'est opposé à la modification. Mais c'est récent. Le SDF avait voulu à l'époque virer ses élus dans le 4e arrondissement. Voilà. Il n'a pas pu. Donc maintenant, c'est inscrit dans la Constitution. Absolument. Ça ne peut plus se faire. Donc, ce que j'ai fait de nouveau, c'est d'apporter cela à la Constitution. Voilà. Mais après, vous ne reviendrez plus à l'Assemblée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kodoka a mis un contrat sur votre tête, entre parenthèses? Non, il faut dire que Kodok, avant sa mort, on a échangé. Je suis allé le voir en 2002. Je suis allé le voir. Je lui ai dit qu'il était bantou comme moi. Et je lui ai rappelé l'adage de bantou. Si un jeune a un procès contre son grand frère ou son père, s'il gagne le procès, c'est lui qui paye. S'il perd le procès, c'est toujours lui qui paye. Je lui ai dit, moi je viens donc te voir. J'étais peut-être offensé. J'étais pris de m'excuser. Et il a bien compris? Il a accepté? Il a parlé pendant 1h30. Que disait-il? Il m'a rappelé toute notre vie de militant. Il estimait, bon, il parlait, il allait devant, il revenait, il allait aux envois. Bon, il a tout dit. Qu'est-ce qu'il dit qu'il disait? Il disait tout. Il disait tout, et parfois il ne disait rien. Comme tout homme politique, il parlait, bon, moi je l'écoutais. Tout ce que j'ai lu, 1h30, j'ai suivi. Bon, alors il a décidé que nous devons aller clôturer la semaine des martyrs. C'était en septembre 2002. Nous sommes allés à Ezeka clôturer, lui et moi, la semaine des martyrs. Lorsque les gens nous ont vus ensemble, les gens ont commencé à danser. Que l'UPC retrouve l'unité avec lui. Alors donc, et jusqu'à la fin, vous êtes resté en bon terme? Oui, on est resté en bon terme. On est resté en bon terme. Bon, quand il est mort, je suis allé à ses obsèques. J'ai passé la nuit là-bas. On l'a enterré et je suis rentré. Donc je suis resté en très bon terme, même avec ses vœux. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a quand même, finalement, quel jugement faites-vous d'Augustin Frédéric Kodok? A-t-il été le bon secrétaire général de l'UPC dont parlent certains, ou alors celui qui a enterré l'UPC d'une certaine manière en s'alliant au gouvernement, comme d'autres le disent? Non, je ne pense pas. Vous le situez où? Je ne pense pas que Kodok ait enterré l'UPC. Kodok était un grand monsieur, un grand intellectuel.
beaucoup de gens, même en dehors de l'UPC, n'ont pas compris Kodok. Comment cela? Figurez-vous que quand Kodok a présenté le Cameroun à l'ONU comme étant un pays pauvre et très endetté. L'initiative PPTE. PPTE. Mais les gens l'ont critiqué. Les gens l'ont critiqué, si bien que un jour, lors d'un meeting à l'hôtel du Plateau, il disait que ceux qui m'ont critiqué, que j'ai mal fait, parce qu'ils ne savaient pas que les dettes du Cameroun, on pouvait les convertir, ça apportait de l'argent dans nos caisses. C'est ceux-là qui se retrouvent maintenant à Kondengui. Il dit, parce qu'ils sont venus voler cet argent. Donc les gens n'ont pas compris, ils ont estimé qu'il a mal fait, il a présenté le Cameroun comme pays pauvre, c'est une mauvaise décision qu'il a prise là-bas. Donc même les gens en dehors de l'UPC ne l'ont pas compris. Mais oui, mais politiquement quand même. Politiquement, Kodok, il a dit, je ne sais pas si cette formule vous la connaissez, lorsque la situation est grave, on s'accroche même sur le serpent. Oui. Il a dit ça? Ce n'est pas sa phrase. Oui, qui lui a prêté cette phrase? Cette phrase n'est pas la sienne. Oui. Mpodol Oumiobe, oui, à son époque, commençait à avoir des relations avec nos amis français. Comme Maître Caldor, qui allait l'accompagner à l'ONU. Oui. Cela n'était pas bien vu par les militants du PCC, oui, qui ne comprenaient pas pourquoi ils traitaient avec les Français, alors que c'est ces derniers qui nous maltraitent au Cameroun. Mais ce sont ces Français-là qui l'accompagnaient à l'ONU, qui corrigeaient ces discours, qui corrigeaient ces textes. Donc ça aidait notre parti. Alors, à l'époque donc, ayant subi cette critique, il a dit que j'ai demandé au bon Dieu de m'aider et d'aider le Cameroun à avoir son indépendance. Si je trouve maintenant un serpent qui m'aide à trouver cette indépendance, je m'accrocherai à ce serpent. Doivent refuser cette indépendance. Voilà la phrase de Oumiobe. Donc Kodok c'est pas lui qui est à l'origine de cette phrase. Cette phrase avait déjà été dite par Mpodol Oumiobe. Moi je dis que Kodok, même l'alliance qu'il a signée, tout n'est pas mauvais dans cette alliance. Mais s'il avait apporté ça dans notre Assemblée nationale, notre comité directeur, certainement qu'on aurait ajouté certaines choses là-dedans. Bon, mais il n'a pas voulu. Ben alors c'est justement l'occasion de régler cette lourde hypothèque sur l'alliance, sur ce qui s'est passé après 92. Vous êtes quand même, vous avez la chance, vous êtes quand même l'une des personnes à avoir participé à cette première législature, ce qui est historique après le retour du Cameroun au multipartisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, vous dites que le 29 février vous n'étiez rien et le 1er mars vous êtes député. Alors il y a cette configuration, 68 sièges, UNDP. UPC 18, MDR 6, ce qui fait 92 sur les 180 députés. Majorité absolue pour l'opposition. Alors les Camerounais se disent, on va changer le pays. On aurait pu. Et pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? On aurait pu y arriver, mais le soir que nous allions faire cette alliance avec l'UNDP et le MDR, Monsieur Fauchivé, Monsieur Jean Fauchivé, qui était à l'époque le patron du CNR, les services de renseignement. Oui, il est venu. La police secrète, comme il est venu prendre les députés du MDR. Oui. On l'a vu partir avec les députés du MDR qui n'ont pas. Vous étiez où? À l'hôtel des députés. Il est venu avec son véhicule, lui-même, personnellement. Personnellement, il a pris les députés du MDR. Donc, Dakole Daïsala, ces députés sont montés, ces 6 députés, ils sont rentrés dans le véhicule de Jean Fauchivé. Ils sont partis. Ils sont allés. Ils sont partis. Vous n'avez pas essayé de savoir où ils allaient? Non, à partir du moment où on les voyait partir avec Fauchivé, on savait que la cause est entendue. Donc vous vous êtes résigné? Oui, j'étais là dehors, je peux même vous dire que j'étais avec Kodok. J'étais là dehors avec Kodok. On était ensemble. On voulait ensemble à l'époque. Je pense que Kodok aussi était d'accord. L'UNDP était également là? Oui, l'UNDP était là. Personne n'a rien dit? Personne. Mais quand nous sommes entrés en réunion, on a regretté l'absence du MDR. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre les motivations du MDR? Du MDR. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre les motivations du MDR? On n'avait pas besoin de les comprendre. Non, mais quand même, d'accord. À partir du moment où ils ne sont pas venus dans la salle pour qu'on fasse cette alliance que nous voulions faire. Alliance de gouvernement. De gouvernement, ils nous ont bloqués.
Oui. Nous sommes devenus minoritaires. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait entendre encore? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de... Peut-être que ce que Dakoulé a eu après, peut-être correspond. Il a été nommé quelque temps après, dans le gouvernement. Ministre des Postes et Télécommunications, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que c'est ça qu'on lui a promis, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, nous, on n'a pas pu faire cette alliance qui aurait pu permettre à l'opposition d'être majoritaire. Mais Dakoulé a déclaré que, de toutes les manières, il ne pouvait pas se mettre à disposition d'un Peul, en l'occurrence Bello Bouba Maïgari. Vous avez entendu cette version dans le fameux affrontement entre les Kirdis et les Peuls. Exactement. Est-ce que, comment jugez-vous une telle posture? Non, je pense que Dakoulé n'avait pas raison. Parce que, est-ce que ces problèmes personnels, il va les mettre au-dessus de la nation qu'aurait pu avoir l'opposition pour la première fois au pouvoir au Cameroun? Il ne peut pas nous comparer cela à une difficulté qu'ils ont là-bas dans leur secteur avec les Peuls. Est-ce que c'était ça? En politique, il n'y a ni ennemi éternel, ni ami éternel, ennemi juré. Il ne peut pas dire qu'avec les Peuls, il ne s'entendra plus jamais. Ce n'est pas vrai. C'était une manière de s'excuser de sa forfaiture. Alors, justement, mais sauf que après cette alliance, le MDR commence en 92, et puis l'UNDP va suivre. Mais oui. L'UNDP va suivre, et puis enfin, l'UPC en 97 quand même. Oui, c'est-à-dire que... il faut dire que Bello Bouba, je ne pense pas que Bello Bouba était opposé au président actuel. Oui, il n'était pas opposé. Peut-être s'il était opposé au président actuel, peut-être parce qu'il aurait souhaité être à sa place. Oui. Mais je ne pense pas que... Donc fondamentalement, il n'y avait pas d'opposition entre Bello Bouba et Paul Biya. Oui, donc peut-être à la limite, il aurait voulu être à la place du MDR dès mars 92. Oui, ou bien il aurait voulu que Paul Biya le nommât Premier ministre, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils étaient fondamentalement opposés. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, Augustin Frédéric Kodok, lui, estimait que notre coin, c'est-à-dire le pays Bassa, a été délaissé. Marginalisé, c'est vrai. Bon, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que le pays Bassa est... aussi enclavé. Si enclavé, mais parce qu'on n'a pas de route. On n'en a jamais. D'ici à 18 km, vous êtes déjà dans le pays Bassa. Si vous allez en long chez vous, vous allez voir, après qu'on dépasse la zone... des étones, on arrive chez les Bassa, mais absolument. C'est impraticable. Donc, moi, c'est une politique. Entretenue. C'est une politique entretenue. Pour punir l'UPC? Absolument, pour punir le ad vitam aeternam? Je ne sais pas si ça sera comme ça, mais pour le moment, mais nous avions une région, la région de la Sanara maritime, qui commençait à Otélé jusqu'à après Ndokoti, qui commençait à Otélé. Il faut la remettre. Nous souhaitons qu'elle soit remise. Kribi faisait partie de cette région. Nous avions notre région. Si bien que, par exemple, parler des élections sénatoriales, pour qu'un Bassa devienne sénateur élu, il faudra travailler 10 fois, 20 fois par rapport à quelqu'un qui est soit dans le littoral, soit au centre, qui n'est pas Bassa. Bon, donc nous aimerions qu'on revienne à la région de la Sanara maritime. Avec notre région, nous pouvons aussi parler fort. Et du coup, désenclaver aussi la région. Désenclaver la région. Entre autres. Donc, moi, je pense que Kodok, sur ce plan, avait voyé les choses en grand. Mais alors, est-ce que vous comprenez que certains aient pu déclarer que ce sont Dakoulé, Bello Bouba Maïgari et Kodok qui ont tué la démocratie au Cameroun en s'alliant au pouvoir alors que les Camerounais s'étaient sacrifiés pour donner une majorité à l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que d'aucuns expliquent même que la léthargie actuelle, la désaffection des Camerounais vis-à-vis de la politique vient de cette période-là. Vous comprenez cette critique, Étienne Soman? Moi, je comprends cette critique. Bon, je la comprends. Mais je viens de vous dire dans quelles conditions on n'a pas pu faire cette alliance. Bon, maintenant, comme on n'a pas pu faire cette alliance,
Kodok a commencé à vouloir sauver aussi son peuple. Comme ça, là, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Est-ce que l'UPC seul aurait pu... C'était peut-être ça. Son analyse s'est fondée sur le fait que nous sommes un petit peuple. Oui. Oubliant que dans tout le monde entier, on donne toujours le pouvoir au petit peuple pour l'obliger à faire des alliances avec les autres peuples. Les Bouls sont combien au monde? C'est un petit peuple. Oui. Mais c'est à eux qu'on a donné le pouvoir. Ce qui lui permet de faire des alliances avec les autres peuples. Oui. Donc, peut-être là qu'on n'avait pas vu juste, parce qu'il a oublié qu'on aurait pu nous donner le pouvoir, parce que l'UPC se trouve partout au Cameroun, il aurait pu nous donner le pouvoir pour que nous commencions à faire des alliances avec les autres peuples. Mais lui pensait que le peuple Bassa seul ne peut pas se retrouver au front, encore une fois, et il ne voulait plus de ça. Mais je dis qu'on ne peut pas dire que Kodok n'a fait que de mauvaises choses. C'était un grand monsieur. Oui. C'était un grand monsieur, peut-être parfois incompris par notre parti. Bon, maintenant, les gens se réclament de cette alliance. Oui. Ils se réclament de cette l'alliance. alliance-là. Ils se réclament de l'alliance. Oui. Elle n'existe plus? Elle existe. Oh, mais je ne sais pas, je vous pose la question. Vous êtes le secrétaire national de l'organisation? C'est vrai, vous, votre objectif, c'est de me poser des questions, moi, je dois y répondre. Oui. Mais elle existe. Elle n'existait pas. Nous n'avons pas de ministre. Nous n'avons pas de directeur de société. Nous n'avons pas d'ambassadeur. Mais l'alliance, pendant 5 ans, ceux qui ont proféré l'alliance, ils ont eu quoi? Rien. Alors, vous êtes en alliance avec quelqu'un, lui, il a tout. Vous n'avez rien. Vous dites, mais c'est mon allié. Mais on a entendu quand même des gens, notamment le député Robert Bapolipote, qui est à l'Assemblée nationale, dit que l'alliance existe. Et c'est d'ailleurs eux qui sont les représentants, disons à la limite, dépositaires de cette alliance pour le compte mais dépositaire, Bapolipote, enfin, pour ne pas le citer, Bapolipote, c'est le député de l'UPC. Mais il est devenu député par hasard. Effraction. Par effraction. Oui. Par effraction, merci le terme. C'est ça que je cherchais. Il est devenu député par effraction. À cause du désordre de l'UPC en 2013, il devient député. Quand nous faisions cette alliance, il militait au MLJC. MLJC de Yondo Marcel. Oui. D'ailleurs, je veux faire savoir que le dernier comité directeur qu'avait présidé Augustin Frédéric Kodok, c'était au Hilton Hotel. La résolution que j'ai chez moi, j'aurais pu la porter si j'avais su qu'on allait encore se retrouver. On lui rappelle à M. Bapolipote de régler son problème avec le MLJC s'il veut venir militer dans l'UPC. Est-ce qu'il a réglé cela? Non. Bapolipote a été candidat du MLJC dans l'Union Okele. J'ai ces professions de foi. De foi, oui. Alors, maintenant, il peut se réclamer de l'alliance de l'UPC avec le pouvoir. Il était là. Il ne peut pas être héritier. Il n'était pas encore dans l'UPC. Il est dans l'UPC par effraction. Donc, alors, ce problème est réglé pour vous. Il est quand même député à l'Assemblée nationale. Il va être réinvesti là. Comment ça se passe? Il y a eu un congrès. Il dit qu'on ne l'a pas invité au congrès. Alors... Oh, mais c'est le préfet du Fundi nous a invités tous les responsables de l'UPC, tous les grands cadres. Nous étions à l'époque 10 dans son bureau. Il a demandé, il nous a dit qu'il va écrire à Bapor. Et il lui a écrit. On s'est retrouvés une seconde fois pour fixer la date. Il dit qu'il en a marre du désordre, qu'eux aussi veulent avoir un interlocuteur valable dans l'UPC. Alors, il a écrit à Bapor. Il nous a rassuré qu'il a écrit à Bapor, que Bapor devrait être là comme tout le monde. Il nous a écrit. Bapor n'est pas venu. D'accord. Mais Bapor, lui ne savait pas que dans son coin là-bas, Angoum, qui dépend de l'arrondissement de Matom, qu'on préparait le congrès là-bas. On doit l'inviter où? Le congrès de l'UPC n'est pas comme les autres partis politiques. Chaque secteur, chaque arrondissement vient, chaque section vient avec ses propositions. Lui, dans son arrondissement là-bas, il ne savait pas qu'on préparait le congrès. On reviendra, Étienne Soman, tout à l'heure dans cette émission, nous reviendrons spécifiquement sur cette actualité de l'UPC. Alors, abordons d'abord, je vous
pris la question de l'actualité, les questions d'actualité qui sont très prégnantes ces jours-ci, notamment les élections sénatoriales, avec le dépôt des candidatures devant l'ECAM, voilà, et donc les élections qui auront lieu le 25 mars prochain. Alors vous, l'UPC va prendre part à ces élections. L'UPC a déclaré par l'intermédiaire du secrétaire général Balaguel Pierre, nous avons décidé par son canal que nous irons dans toutes les élections. Toutes les élections, y compris l'élection présidentielle. Oui. Donc, nous avons présenté, lors de ces élections sénatoriales, on a présenté une liste dans le nord, une liste dans la Damawa, une au centre, une au littoral et une dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Parce que nous estimons qu'il faut aller dans le sud-ouest. Parce que nous avons des éléments pour le problème du sud-ouest, le problème anglophone, quand vous nous poserez les questions. Donc nous sommes allés présenter une liste là-bas. En fait, nous avons fait venir nos camarades, on a fait une liste dans le sud-ouest qui va compétir. Oui. Voilà. Donc nous estimons que, on n'a pas assez de moyens, mais nous devons être présents partout. Oui. Partout dans ces élections. À chaque élection, nous serons présents. Alors, les autres partis politiques, naturellement, RDPC représenté à l'échelle nationale, l'UNDP, l'UDC, l'ANDP, qui sont plus ou moins présents dans quelques circonscriptions. Alors, comment trouvez-vous cette participation en ce moment? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose que lorsque, en 92, vous vous êtes lancé dans la course aux législatives? Le code électoral actuel n'est pas bon. N'est pas bon. Mais je suis surpris des gens qui disent qu'ils sont des opposants au pouvoir. Ils ne parlaient pas de ce code électoral. Vous parlez de qui, par exemple? Mais regardez-les. MRC. MRC, Maurice Kamto. Kamto. Je connais même pas. Mais il ne participe pas au sénatorial. Ils disent qu'ils n'y vont pas. Il a raison. Mais il va au législatif, il ira. Le code électoral est valable pour toutes les élections au Cameroun. Ce code électoral, tel qu'il est, même un mouton présenté par le parti au pouvoir va gagner. Comment ça? Mais le code électoral est fait de manière à ce que les partis comme l'UPC gagnent parce que les gens, là où l'UPC gagne, le RDPC ne donne pas autant d'efforts. Nous devons critiquer ce code électoral. Il n'est pas bon. Bon, mais il ne suffit pas de critiquer. Quel est le rapport de force aujourd'hui? Je ne sais pas, en 90, vous étiez là, vous avez raconté votre parcours. Et vous pouviez appeler quand même, vous pouviez exercer des pressions sur le pouvoir. Quel est le moyen dont l'opposition dispose aujourd'hui pour exercer des pressions sur le pouvoir? Nous en avons exercé à l'époque. Oui, pourquoi pas aujourd'hui? Nous étions seulement 18 députés. Nous continuons encore à le critiquer, ce code électoral. Oui, il ne va pas suffire de le critiquer. Mais je pense que Kamto, oui. Vous avez cité encore quelques partis là. Oui, oui. Ils disent qu'ils sont dans l'opposition aussi, non? Oui. Mais qui commencent à critiquer avec nous? Je ne les entends pas parler du code électoral. Au fait, le Bello Bouba aussi est opposant. L'UNDP. L'UNDP est dans l'opposition. Mais il a l'alliance avec le gouvernement. Bon, lui ne peut pas critiquer le code électoral. Enfin, peut-être qu'il arrange ce code électoral. Je pense donc que l'opposition au Cameroun, c'est l'UPC. Oui. L'opposition au Cameroun, c'est l'UPC. Une opposition organisée. Même pas le SDF? Le SDF. Vous savez ce que Kodok disait à l'époque? Du SDF? Oui, il disait que son président avait un salaire mensuel de 10 millions que le pouvoir lui donnait, mensuellement. C'est vrai cela? Ou bien c'était une attaque politique ou aussi donc politicienne? Kodok l'a dit à la télévision. Je n'ai pas entendu quelqu'un contredire cela. 10 millions? 10 millions par mois à l'époque. Comment ça s'appelle? Frundi avait un salaire de 10 millions par mois. Kodok l'a dit et personne n'a jamais réagi autrement. Mais même, vous n'avez pas suivi les décès, les deuils de sa femme, tout ça. Hein? Le pouvoir ne s'y est pas impliqué suffisamment. Mais c'est normal, non? Vous ne trouvez pas qu'il soit normal que l'épouse du chef d'opposition, qui soit décédée, que le pouvoir en place contribue à l'accompagner?
C'est bien, c'est bien. Bon, je ne souhaite pas que ma femme meure maintenant, mais c'est bien que... Donc vous voulez dire que si votre épouse venait à décéder maintenant, le pouvoir ne vous donnerait pas de moyens, à vous? Sans que ma femme soit décédée, le pouvoir me donne quel moyen maintenant? Rien. Maintenant, je n'ai pas besoin de vivre. Ils attendent que je meure pour qu'on me donne les moyens. Non, je ne pense pas que... Enfin, mais voici, Soman. Hein? Bon, c'est lui qui peut dire que j'ai un franc qui m'est donné par le gouvernement, qui le dise, je suis prêt à répondre à un face-à-face. Tout ce que j'ai dit, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau de mon parti, celui qui n'est pas d'accord, je l'attends à un face-à-face. Je vous ai dit par exemple au niveau de l'Alliance. On ne peut pas parler de l'Alliance avec un parti qui est fort. C'est pour ça que notre secrétaire général a dit qu'on ne fera d'alliance que si notre parti est fort. Pour le moment, nous ne le sommes pas. Nous voulons d'abord retrouver nos racines pour commencer à parler d'alliance. On ne peut pas se mettre pendant 5 ans à crier qu'on est dans l'alliance alors qu'on n'a rien de l'alliance. Alors, justement, à propos des sénatoriales, il y a eu des critiques qui ont été émises après la convocation du collège électoral par le président de la République. Des critiques qui consistent à dire notamment qu'on n'a pas, une fois de plus, on ne convoque pas les régionales, les élections régionales, alors que justement, le collège électoral devrait être constitué aussi de ces personnes. Donc, on va repartir avec les conseillers municipaux et à ce point-là, l'UPC ne pèse pas beaucoup dans la balance. Non, l'UPC ne peut pas. On a essayé de critiquer cela, mais on nous a opposé que les autres sénateurs arrivent déjà à terme. À terme, oui. Leur mandat, quoi. Bon, leur mandat arrive à terme. Si leur mandat arrive à terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on proroge leur mandat, on allait encore critiquer cela, soit alors on fait des élections sénatoriales. Nous sommes dans l'opposition, mais on comprend quand même des points de vue des autres. Quand c'est dit de façon correcte, quand c'est pas entaché, c'est pas vicié. Bon, nous pensons que peut-être que le pouvoir a raison, peut-être que le pouvoir nous dit ça de façon saine. Bon, donc on verra dans les années à venir, lorsqu'il y aura les conseils municipaux, les conseils régionaux, parce que c'est eux qui doivent élire les sénateurs. Les sénateurs, tout à fait. On verra dans les prochains jours si tout ce monde-là, tous ces corps sera convié à être élu. Oui. Voilà. Donc, pour le moment, l'UPC se contente de ce qui est là. Pour aller... pour le moment, l'UPC... Vous ne trouvez pas que le pouvoir est en train de jouer, en train de tirer la couverture de son côté? Mais bien entendu, le pouvoir ne peut pas tirer la couverture du côté des autres, ça c'est sûr. Bon, or, vous savez, je pense que le pouvoir, à l'heure actuelle, a en face de lui l'UPC. Il faudra que l'UPC retrouve ses marques. Si nous retrouvons nos marques, nous pourrons discuter valablement avec le pouvoir. Si nous retrouvons nos marques, l'UPC pourra alors parler d'alliance. Mais pas avant. Pas avant. Parce que là maintenant, parler d'alliance, si tu fais une alliance avec quelqu'un qui est très fort, il te donne ce qu'il veut te donner. Toi, tu ne lui apportes rien. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va opposer au pouvoir à l'heure actuelle? Bon, mais si nous savons que l'UPC a retrouvé ses racines, on peut parler d'alliance. Et parler fort. D'accord. Bon, ceux qui parlaient d'alliance pendant 5 ans, sans avoir rien sous la main, ils nous ont donné quoi? Nous, on a besoin qu'ils donnent le travail aux gens. Ils ont donné quoi? On n'a pas de société, on n'a rien. On n'a rien. Aucun UPC n'est directeur de société. Aucun UPC n'est ambassadeur, n'est ministre. Lui, il se réclame de quelle alliance? Peut-être ils ont une alliance là-bas, dans le coin, mais... Alors, Étienne Soman, l'une des situations graves que le Cameroun vit en ce moment, c'est la crise anglophone. On enregistre de plus en plus des violences sur le terrain, avec un nombre élevé de morts, notamment parmi les forces de l'ordre. Près de 30 personnes d'éléments des forces de l'ordre sont décédés.
assassinés, on va dire. Il y a près de 40 000 Camerounais qui sont maintenant réfugiés au Nigeria. Et naturellement, la vie ne suit plus un cours normal dans les 2 régions anglophones du pays. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre que la situation soit à ce point critique? Laissez-moi vous dire que c'est un problème grave pour notre pays. L'UPC regrette les morts, que ce soit nos populations, que ce soit les forces de l'ordre. On le regrette amèrement. L'UPC ne peut pas accepter que les forces de l'ordre soient tuées comme ils le font dans la zone anglophone. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais je ne dis pas qu'il faut faire les arrêter pour les égorger. Non. Il y a les tribunaux, il faut qu'ils soient jugés. Qu'ils soient jugés. Bon. Le problème anglophone, voilà encore un problème que l'UPC a posé il y a plus de 50 ans. Nous avons demandé qu'il y ait d'abord la réunification avant l'indépendance, pour que nous réglions les problèmes entre Camerounais avant de faire l'indépendance. On ne nous a pas écoutés. Dans notre programme, la réunification d'abord, l'indépendance ensuite. On ne nous a pas écoutés. Bon, j'entends les gens là maintenant dire qu'il faut que pour être ministre, il faudra qu'on soit élu. Mais avant, quand leurs parents bouffaient, ils n'ont pas dit ça. C'est-à-dire, c'est une déclaration d'Akeremouna qui dit que si lui, président, il faudra d'abord que les ministres soient des élus. Alors vous dites que c'est pourtant une bonne chose, mais ses parents ont travaillé dans ce sens pendant des années, hein, ils ont accepté cette situation. Mais enfin, ce n'est pas l'objet de mon débat. Je vais donc dire que le problème anglophone, on nous aurait écouté, qu'on éviterait qu'une partie de notre pays soit au Nigeria, le Cameroun septentrional. Donc, on ne nous a pas écoutés. Bon, il faut maintenant, si vous voulez, s'il y a du désordre dans un pays, vous amenez les militaires, les gendarmes, ils peuvent ramener l'ordre. Mais si vous voulez qu'il y ait la paix, ce n'est pas l'ordre, c'est le débat. Oui. C'est le dialogue. C'est le dialogue maintenant, il faut un dialogue. Et à ce sujet, quand même, Étienne Soman, en dehors de tous les Camerounais, comme vous qui appelez au dialogue, là, on a entendu pratiquement l'ensemble de la classe politique appeler également au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU a appelé également un dialogue inclusif. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie s'est proposée même d'être médiatrice. Le Commonwealth appelle au dialogue. Mais alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas parler de ce dialogue, on ne le voit pas. Quel est le problème? C'est une forme de gouvernement. Hein. C'est une forme de gouvernement. C'est une forme, c'est la manière, donc, une façon que les affaires du Cameroun sont gérées. Il faut le dialogue. Nous devons solliciter, implorer, nous devons demander qu'il y ait le dialogue au Cameroun pour l'affaire anglophone. Sous quelle forme? Parce qu'au RDP, c'est dans les cercles du pouvoir, on dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. On va discuter avec qui? Des terroristes qui tuent des hommes en tenue, des sécessionnistes même. Non, les sécessionnistes. Et surtout, la forme de l'État, pour reprendre la formule de Paul Biya, du président de la République, la forme de l'État, on ne discute pas dessus, dit-il. Non, la forme de l'État, ça veut dire que, par exemple, parler encore de fédéralisme. L'UPC n'acceptera jamais le fédéralisme. Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous partageons ce point de vue. Nous ne pouvons plus revenir au fédéralisme. Pourquoi? Nous sommes opposés à ce fédéralisme qui nous a amené une partie de notre pays au Nigeria, le Cameroun septentrional. Nous ne pouvons plus revenir là-dessus. La forme que nous acceptons, c'est celle-là, le Cameroun uni. Cette forme a valu pour les UPC, on a connu des morts, des centaines par milliers. Mais unis, mais décentralisés. Unis, il faut donc la décentralisation du pouvoir. Il faut que le pouvoir soit décentralisé. Et on nous dit que
la décentralisation, oh, il n'y a pas... Parfois, on nous oppose en disant que dans certaines mairies ne peuvent pas bien gérer... Parce qu'il n'y a pas les ressources. Parce qu'il n'y a pas les ressources. Mais les ressources sont bloquées peut-être en région. Il y a, je crois, l'article 3 de cette décentralisation qui bloque qu'on donne une décentralisation totale. Mais il y a des intellectuels au Cameroun qui chôment. Qu'on les mette dans les mairies pour aider les maires qui seraient incompétents. Je ne pense pas qu'ils le sont, sinon ils ne seraient pas élus par leur peuple. Donc moi je pense qu'il faut une décentralisation. Il faut que cette décentralisation qu'elle soit totale, il faut une démocratie. Vous croyez que parce que les étudiants à Boya ont refusé d'aller à une manifestation, on les arrête, on chicote, on met la tête dans l'eau, tout ça. Vous trouvez qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées? Mais il y a eu des occasions manquées. Par le pouvoir? Par le pouvoir, oui, par le pouvoir. Il faut depuis en les avocats qui ont été violentés aussi. Il faut qu'on arrive à faire le dialogue total. Que le dialogue soit total. Sous quelle forme? Et nous pensons que l'UPC doit être associé à ce dialogue. Vous verrez que ça marchera. Alors, je demande sous quelle forme? Il y a eu la tripartite comme en 91 ou alors, puisque en même temps le gouvernement dit on a commencé à dialoguer, on a envoyé des gens sur le terrain. Si vous dites que vous me posez la question sur quelle la tripartite, mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui vont concevoir la forme, mais il faut qu'elle soit totale, que la décentralisation soit totale, que le dialogue soit total. Il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose. Je suis certain que l'UPC, dans un dialogue inclusif, les gens du nord-ouest et du sud-ouest vont nous écouter. Parce qu'ils savent que nous sommes pour un Cameroun uni. Il n'y a pas de Cameroun francophone, de Cameroun anglophone. Nous sommes des Camerounais tous. Il faut donc nous associer à ces dialogues. L'UPC est prête à s'associer à ces dialogues. Je vous ai dit qu'on a des camarades qui viennent du sud-ouest. Tout à fait. Avec la situation actuelle, nous avons pu quand même trouver des... On sait quand même aussi que cette zone a souvent eu des grands leaders. Detoumaza, par exemple, président historique de l'UPC. Sa fille est l'une des candidates à cette élection. Dans le sud-ouest. Oui. Okay. Sa fille est l'une des candidates dans la liste du sud-est. La fille de Detoumaza. Oui. Donc vous comprenez que nous avons des relations avec nos frères là-bas. Et nous ne pouvons pas accepter ni que les forces publiques soient tuées, ni que la population civile soit massacrée. Nous ne pouvons pas soutenir les bandits. Nous ne pouvons pas soutenir les terroristes. Nous ne pouvons pas. L'UPC ne peut pas soutenir ces gens-là. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la décentralisation, mais un dialogue, c'est le pouvoir qui va organiser la forme. Ne me demandez pas sous quelle forme. La forme qu'elle va estimer qu'elle est bonne, si l'UPC est associé, on donnera une contribution. Alors, cette crise anglophone suscite quand même beaucoup de réactions. L'une des dernières, c'est la lettre de John Frundi, le président du SDF, au président de la République. Et il dit en substance, lui tendre la main, dit également comme vous qu'il faut aller au dialogue. C'est une lettre même dans laquelle il met aussi en cause l'inexpérience des forces de l'ordre sur le terrain pour contrer l'insurrection qui a lieu dans la partie anglophone. Alors, vous, comment lisez-vous cette lettre de Midion Frundi, même si elle ne vous est pas adressée à vous particulièrement, Etienne Somane? Frundi, même quand il écrit une lettre comme ça, vous croyez que je vais lui faire confiance? Vous ne lui faites pas confiance? Non. Qu'est-ce qu'il vise? Est-ce que ces messieurs ne visent pas, par exemple, la direction du Sénat? Qu'est-ce qu'il vise? J'en sais rien. Il a des calculs. Derrière cette lettre, il y a des calculs. Les forces de l'ordre n'ont pas d'expérience. Ah bon, il faut les former autrement pour qu'on puisse s'en sortir. Il s'agit quand même d'une insurrection qui n'a rien de très classique, là, Etienne Somane. Mais les forces de l'ordre ont les moyens. Les forces de l'ordre ont les moyens intellectuels et matériels pour combattre cette insurrection. Je pense que peut-être qu'il y a Donc vous pensez que Frundi pourrait se retrouver à la tête du Sénat ensuite peut-être c'est ça que Frundi commence à écrire comme ça en ce moment au président de la République avec la forme qu'il utilise. Qu'est-ce qu'il vise?
je me pose des questions. Donc, je ne lui fais pas confiance. Alors, si je comprends bien, de manière implicite, vous nous expliquez aussi que on pourrait mettre un anglophone à la tête du Sénat? Absolument. C'est vers ça qu'on s'achemine? On s'achemine vers cela. Oui. Avant, c'était le président de l'Assemblée nationale qui était le numéro 2 du pouvoir et qui était un anglophone, qui était à la tête de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va revenir, que ce soit un anglophone qui dirige le Sénat. Oui. Alors, Frunde ayant senti cela, il commence à venir tout doucement en écrivant. Frunde est devenu un ange, comme un agneau, comme ça, subitement. Je ne pense pas. Mais enfin, comme il a écrit cette lettre, nous prenons acte. Nous prenons acte. Moi, je pense qu'on doit faire de telles lettres au chef de l'État pour l'amener à composer avec nous, à composer avec l'opposition. Oui. Mais Frundi, quand ça vient de Frundi, je n'ai pas... Vous vous en méfiez? Oui, oui. Vous pensez qu'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas très propre là? Oui, oui, j'ai peur. Vous avez peur? Bon, voilà. Dans les prochains jours, on en saura davantage. Absolument. On verra si vos prédictions se sont confirmées. Absolument. Alors, une autre réaction à la suite, à la faveur de cette crise anglophone, c'est celle du doyen du Sénat, Victor Mokete, qui a fait une sortie dans le journal Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain. En substance aussi, il rappelle que seul le fédéralisme peut régler la crise anglophone, mais il dit également que le président Biya n'est pas accessible et que de toutes les manières, on aurait pu gérer cette crise autrement, notamment en évitant d'arrêter les leaders anglophones qui avaient revendiqué en 2016 dans le cadre du consortium. Alors, la lettre de Mokete, est-ce que vous la rangez dans le même registre que celle de Frundi, avec beaucoup de circonspection? Non, ou alors vous êtes... elle ne rentre pas dans le même registre. Dans le même registre. On ne peut pas dire que le président Biya n'est pas habilité. C'est lui le chef de l'État. Mokete, ce n'est pas lui qui devient subitement... Non, n'est pas accessible. Mais il est accessible. Moi, ce que je reprocherais au chef de l'État, c'est de n'avoir pas lui-même pris en main ce problème, la tête des gens qui doivent rencontrer les anglophones. Moi, je ne peux pas dire que... C'est par exemple ce que les évêques de la partie anglophone disent. Ils disent qu'il faudrait que le président de la République vienne lui-même personnellement. Moi, je pense que c'est une bonne idée que lui-même aille vers les gens qui se plaignent dans la zone anglophone. Je suis d'accord avec les évêques. Moi, je pense que le chef de l'État lui-même, il est habilité. Quand Mokete dit qu'il n'est pas accessible, qu'est-ce qu'il a bu? Il dit, par exemple, il fait la comparaison avec Ahidjo. Il dit, Ahidjo, lui, en tant que président du conseil d'administration de la CDC, Ahidjo le recevait à toutes les occasions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que, quand même, Etienne Soman... Donc, il regrette le départ d'Ahidjo. Oh, je ne sais pas trop. Il regrette le départ d'Ahidjo, parce que quand il nous dit que lui, il était souvent reçu, mais il y a eu des UP6 qui ont été liquidés, assassinés par Ahidjo. Nous, on va regretter Ahidjo. Nous, Soman et UP6, jamais. Si nous étions le président Biya, il ne serait jamais rentré au Cameroun. Il était interdit de séjour ici. Alors, lui, il regrette Ahidjo. Même si on a quand même arrêté des UP6 qui sont revenus après que le président ait dit qu'il fallait qu'ils reviennent. Bon, oui. On n'en a pas tué autant, ce qui est certain, comme Souaïdjo. On ne peut pas comparer l'incomparable. Oui. Parce que, on ne peut pas comparer l'incomparable. Oui. C'est-à-dire que Ahidjo et Biya, sur ce point-là, pas de comparaison. Mais il n'y a pas de comparaison. Oui, pas de commune mesure. Non. Ah si, Ahidjo quoi? C'est un monstre, Biya lui, c'est un saint? Non, je ne compare pas les deux. Si je devais aller dans une poubelle, je ne verrais pas Biya dans la poubelle. Non, mais ce n'est pas ça. Je ne compare pas Ahidjo à Biya. Ce que Ahidjo a fait aux UP6 dans ce pays, non. Et puis même, si Ahidjo savait que Biya n'était pas l'homme approprié, c'est lui qui l'a désigné, non? Oui. C'est lui qui l'a désigné. On ne peut donc pas dire que s'il regrette Ahidjo, il doit le regretter. Il regrette un dictateur? Non. Biya, en 90, il leur dit habituez-vous à une certaine démocratie. Mais qu'est-ce qui empêche Ahidjo de le faire? Avec lui-même qui parle, qui était reçu par Ahidjo. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Non, qu'ils nous disent autre chose. On n'a pas de leçon à recevoir de lui.
Il est le doyen au Sénat. Au Sénat. Il n'a pas vu des actes qui étaient anormaux. Vous pensez que le Premier ministre, dans un pays démocratique, dans un pays de droit, est en train d'intervenir, on vient lui arracher le micro? C'est normal? Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous aimerions que lorsque nous serons au pouvoir, l'UPC, que les gens nous respectent. Et là aussi, nous respectons ceux qui sont au pouvoir. On ne peut pas accepter qu'un Premier ministre tient le micro en train d'intervenir à l'Assemblée nationale. On vient lui arracher le micro. Qu'est-ce qu'il en a dit, le micro là? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il trouvait que c'était normal. Il voulait l'ordre du jour. Il voulait qu'on change l'ordre du jour. Il se moque du peuple. Parce que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé par les présidents des groupes parlementaires. Quand ils viennent en public, l'ordre du jour est déjà connu. Oui. Donc quand on vient il aurait fallu le modifier avant. Donc quand on vient nous dire en public, là, il faut l'ordre du jour. Ils savaient bien, avant de venir en public, l'ordre du jour. Voilà l'ordre du jour pour lequel nous allons discuter. Ils le connaissaient. Mais pour amuser la galerie, ils viennent là et ils arrachent le micro au Premier ministre. Vous croyez que c'est normal? Nous ne pouvons pas, UP6 ne pouvons pas accepter cela. Jamais. Nous voulons bien ne pas être d'accord. Je viens de vous dire que nous avons besoin de notre région. Tout le monde sait que la région de la Sanaa-Maritime existait. Oui. Pourquoi nous n'avons pas de région? Kribi faisait partie de cette région. Yabassi faisait partie de cette région. D'Otélé jusqu'à Yabassi. Jusqu'à Yabassi. À Douala, nous dépassions de côté. La région de la Sanaa-Maritime allait jusque là-bas. Pourquoi eux ne pensent pas que les Bassa doivent avoir leur région? Oui, mais c'est un combat. Ici, ils demandent bien qu'il y ait justement cette décentralisation. Et ils sont là depuis avec Aïdjo. Ce n'est pas Aïdjo qui a supprimé notre région? Aïdjo. Non, on ne peut pas le regretter, nous, il précise. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu avec lui? Mais ce n'est pas une question d'homme. D'homme, absolument, bien sûr. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de politique, de ligne politique. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'étions pas d'accord avec sa ligne politique. Il nous a massacrés. Bon, on le regrette. C'était un compatriote, mais il a été vraiment un dictateur pour nous. Tout le monde le sait. Oui. Bon, mais on ne va pas jeter l'anathème sur lui. Seulement quand quelqu'un vient le regretter à la télévision en disant qu'il était reçu par Aïdjo, il veut qu'on lui dise quoi? Qu'on lui essuie ses larmes. Les larmes de crocodile. Bon. Alors, M. Etienne Somano vous a bien compris sur cet aspect-là. Alors, l'année 2018 sera marquée par des scrutins. Il y a déjà les sénatoriales qui se tiendront le 25 mars. Et puis, il y a la présidentielle, législative et municipale. Là, c'est entendu, l'UPC il ira dans toutes les élections, y compris à l'élection présidentielle. Même hier soir, hier dans l'après-midi, le secrétaire général l'a réaffirmé. Nous irons à toutes les élections, y compris à l'élection présidentielle, quel que soit le candidat en face. Mais alors, quelle est la figure de l'UPC qui se dégage actuellement, qui, à votre avis, pourra aller au présidentiel? Ça va se passer comment? Il y aura des primaires à l'intérieur. Vous croyez que l'UPC, le parti le plus démocratique du Cameroun, va envoyer quelqu'un aux élections sans primaire? Il y aura des primaires, même pour l'élection présidentielle. Mais là, une première primaire a été faite. Quelqu'un a été élu de façon démocratique. Secrétaire général, vous voulez dire? Secrétaire général de l'UPC. Donc vous voulez dire qu'à l'heure qu'il est, s'il y avait des soupçons d'une candidature de l'UPC à la présidentielle, ce serait celle du docteur Pierre Banégal-Nkot. Oui, on ne se poserait pas de questions. Puisque lors du congrès, qui a eu lieu au palais des congrès, la police était celle qui était en tenue, elle y était. Celle qui était en civil que nous n'avons pas vu, elle était en plein. Le ministre de la communication était présent, le préfet de Mfundu était présent. Qu'est-ce que vous voulez? On l'a élu de façon démocratique. On a fait sortir tout le monde et les gens allaient par groupe voter. Les autres partis ne font pas ça.
Mais oui, il vient quand même d'avoir une convention du SDF qui a été aussi transparente. Etienne Soman. Oui, mais quand même. Qui a choisi même un candidat, José aussi. Mais bon, c'est bien. Ils ont choisi. Ça veut dire qu'ils commencent à nous imiter. C'est toujours comme ça. L'UPC est toujours à l'avant-garde. Si l'UPC reste à l'avant-garde, nous sommes heureux. Bon, je vais donc vous dire que nous irons aux élections présidentielles, que nous aurons notre candidat, mais que si nous devions aujourd'hui, bang, élection présidentielle, le candidat le mieux indiqué serait le secrétaire général de l'UPC. Mais peut-être que nous trouverons d'autres candidats ensemble, en accord, nous pourrons choisir quelqu'un d'autre à la place de SG. En accord parti. Mais ça m'étonnerait. Pour le moment, on n'en a pas un qui soit mieux indiqué. Alors, toujours au sujet de cette présidentielle, il y a quand même un certain nombre de candidats qui se sont déclarés. Akeremouna, Josia aussi, pour le compte du SDF, et bien entendu d'autres, Cabral Libi, du côté des jeunes et autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces candidats? Vous avez oublié oui. Celle du président plus. Oui, ben, enfin, il va y aller. Ah bon? Mais bien sûr qu'il va y aller. Oui. S'il est choisi par son parti, il va y aller. Oui, je sais que vous allez me dire, mais quand même. Ah oui, mais posez-moi la question. Il est là depuis 35 ans. Est-ce que vous pensez par vous critiquer Ahidjo assez sévèrement là maintenant? Est-ce que le président Biya depuis 82, il n'a pas assez fait? Vous pensez qu'il serait encore le meilleur candidat? Mais c'est pas moi qui vais le choisir. Si son parti estime que c'est lui le meilleur candidat à leur niveau, mais son parti aura eu raison. Si vous n'êtes pas d'accord qu'il soit candidat, votez pour le candidat de l'UPC. Oui, au lieu de dire, on n'est pas d'accord, il est trop vieux, il est trop gentil. Si vous n'êtes pas d'accord, votez pour le candidat de l'UPC. Pour changer. Voilà le seul élément que je peux rappeler aux gens. Vous n'êtes pas d'accord avec la candidature de Paul Biya. Alors votez pour le candidat de l'UPC. Alors, et les autres, Akeremouna, Joshua aussi. Akeremouna, José. Bon, non, Akeremouna est bien gentil, mais nous n'allons pas toujours les laisser nous diriger. C'était pas la même chose tout le temps. Laissez-nous changer un peu. Lui-même doit savoir que nous voulons changer. Mais il n'a jamais été aux affaires. Ah bon? En quoi est-ce qu'il est? C'est pas le fils de l'autre? C'est le fils de Tandemona. Et donc pour cela, il serait disqualifié pour... Ils ont profité de tout dans ce pays. Que ce soit la formation universitaire, que ce soit les moyens financiers, ils en ont eu. Ils ont du mal à nous convaincre qu'ils sont différents. Ils ont du mal à nous convaincre qu'ils sont différents. Joshua aussi n'est quand même pas un fils de candidat du SDF. Le programme qu'il va présenter pour le parti, pour l'élection présidentielle, nous permettra de voir s'il est différent, s'il est mieux que celui de l'UPC. Pour le moment, je m'abstiens, comme ce n'est pas un Foundi, mais lui, je m'abstiens, je ne l'ai pas encore suivi. Je dois voir qu'il va présenter quelque chose qui soit différent de ce que l'UPC va présenter. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Ça va nous permettre d'aborder l'UPC encore une fois de plus pour les derniers instants de cette émission. Le congrès, vous l'avez rappelé, a eu lieu. Une nouvelle direction en est sortie. On a parlé aussi de certains cas. Alors, les factions aujourd'hui, on en est où? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Nous avons une UPC. Une. Oui. Le président du bureau du comité directeur sortant s'appelle Onana. Victor Onana. Il est là. Bon, peut-être il écrit certaines lettres là-bas. Mais il a écrit une lettre pour disant que vous avez fait des investitures à la limite dans les chambres. Oui, monsieur, j'ai lu cette lettre. Je l'ai même. Je l'ai quelque part dans mon sac. Non, il n'a pas. Au sénatorial, j'entends. Il n'a pas raison. Puisque nous avons fait des investitures à notre siège à Imombo. Oui. On a fait ces investitures, on a confectionné les listes ensemble. Tout le monde était présent, le secrétaire général et moi-même, nous étions là. Donc, le président du bureau du comité directeur, tous nous étions présents. Les listes arrivaient. Bon, le président du bureau du comité directeur, il a été battu aux élections, normalement. Le secrétaire général sortant a été battu, normalement. Bon, on a
une nouvelle direction, une seule. On a des factions, il n'y en a plus. Et quelle est la place de ces gens-là? Mais c'est des militants, ils ont été battus, ils restent militants de l'UPC, membres du comité directeur pour certains. C'est tout. Bon, le comité directeur, c'est l'organe qui siège entre deux congrès, une fois par trimestre. Bon, ils peuvent être membres du comité directeur. Ils regardent le travail du bureau, le travail du secrétaire général. Vérifient, contrôlent. Oui. C'est tout. Et alors, aux élections, avant d'en venir aux élections, vous me dites qu'il n'y a plus de faction. L'UPC des fidèles et tout le reste, vous les avez rencontrés, vous les connaissez très bien, l'UPC des fidèles, par exemple. Oh, ce sont des camarades. Ouais. Bon, vous ne croyez pas que c'est présomptueux que de penser qu'ils sont fidèles par rapport à qui? Ils sont fidèles. Fidèles à la ligne du parti par rapport à qui? Ils sont plus fidèles que qui? Moi, je milite à l'UPC depuis l'âge de 21 ans. Je n'ai pas changé de parti. Jamais. J'ai milité avec Condé Alpha, qui est président du Guinée. Absolument. Je n'ai pas changé. J'ai milité avec beaucoup de gens. Il y en a qui sont plus sur cette terre. Bon, moi, je ne suis pas fidèle. Non, je pense que ce sont ces camarades-là vont... Alors, pour les législatives et les municipales, on peut s'attendre à ce que l'UPC soit sur l'ensemble du territoire national? Ah, ça c'est sûr. Bon, on n'a pas autant de moyens que l'autre parti, mais nous essayerons d'être un peu partout. Un peu partout. Dans notre pays, on va présenter les candidats un peu partout. Parce que pour que l'UPC soit... Il faut que l'UPC soit présente partout. Un peu partout. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas autant de moyens que les autres, mais nous allons tenter, chercher à le faire. Alors, comment voyez-vous l'avenir de l'UPC dans les quelques... L'UPC, l'avenir de l'UPC, selon moi, est radieux. L'avenir de l'UPC est radieux. Il faut que l'UPC soit implantée un peu partout. Quand l'UPC est organisée, bien organisée, elle gagne. Quand j'allais aux élections en 1992, en Sanara-Maritime, je ne suis pas sûr que j'avais dans ma poche 300 000 francs pour la campagne électorale. Je ne suis pas sûr d'avoir 300 000 francs. Mais j'ai gagné contre le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Joseph Mbouy. Mais parce que notre parti était organisé. Bon, j'arrivais dans un comité central, bon, je discutais avec les camarades, voilà votre liste. À vous de voir, si vous voulez qu'on gagne, prenez la liste et allez sur le terrain. Bon, peut-être on mangeait une cola, et les arachides, on buvait une coupe de bière ou le vin de palme. Et ils restaient faire la campagne. J'allais à notre comité central. C'est eux qui faisaient la campagne porte à porte. Donc, il faut que j'amène l'UPC dans tous les secteurs du pays. Je vais à l'Est, dans les jours à venir. Oui. Après l'Est, je vais aller au Nord. Non, oui. Du Nord, je vais aller à l'Ouest. Parce que l'Ouest, il y a un relâchement. Oui, il n'y a pas eu de liste. Il n'y a pas eu de liste parce que le camarade qui s'est investi, qui a promis d'aller à l'Ouest pour... Éclador Péquois. C'est Éclador Péquois, justement, à qui on a chargé de nous préparer la liste de l'Ouest. Il n'en a pas porté. Bon, est-ce que c'est une défaillance? Est-ce que c'est fait exprès? Je ne pense pas. J'espère que dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, nous aurons des listes à l'ouest de notre pays. Parce que l'UPC et l'ouest, c'est l'enfant, c'est l'enfant et sa maman. Donc l'ouest sans l'UPC n'existait pas. L'UPC fait des choses là-bas, mais c'est notre ouest. Hein. Nous pouvons se le réclamer. On ne peut pas penser que l'UPC existe sans que l'Ouest soit présente. À l'heure actuelle, nous avons au moins dans le bureau, on a au moins 3 membres de l'Ouest. Qui sont dans le bureau directeur. Oui, qui sont avec nous. Péquois, par exemple, Péquois, par exemple, Tchaï. L'UPC sans l'Ouest, non, on ne peut pas imaginer cela. Donc, il y a eu un relâchement. On ne sait pas pourquoi Éclador n'a pas pu trouver une liste. Mais dans les élections à venir, il y aura les élections, il y aura un député, les candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat.
D'accord. Merci beaucoup, Étienne Soman. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à l'Organisation de l'Union des populations du Cameroun et que vous étiez notre invité cette semaine dans le cadre de cette émission Géopolis. Merci encore d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie parce que vous me donnez l'occasion de dire un certain nombre de vérités que j'avais oublié de dire souvent. Et maintenant, je vais revenir. Souvent, je suis disponible. Les journalistes savent que je suis disponible. Je dis merci à tout notre peuple qui, je pense, aura aperçu son fils qui vient lui parler les yeux dans les yeux. Je vous remercie. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien, cette édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, à très bientôt. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision préférée, Equinox Télévision.